Donc, en gros, j'ai pris un trop perçu, un indu que je devais leur rendre de 8 000 balles. Sauf que les années ensuite 5, 6 à 10, en général, elles viennent rattraper toute la sous-performance qu'il y a eu après. J'ai vendu des choses trop tôt, j'ai acheté du Alibaba quand c'était quasiment le plus cher et je me suis pris un moins 50% dans la tronche. Hello Clément, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Nickel, merci pour l'invitation, c'est cool. Très content d'être ici et hâte d'avoir cette discussion, ça va être très intéressant. Avec grand plaisir. Ouais, en effet, je t'ai découvert il y a pas très très longtemps pour être complètement transparent avec toi. Mais j'ai trouvé que tu avais un parcours qui était très atypique et surtout qui pouvait inspirer pas mal de personnes qui me suivent sur YouTube et qui suivent la chaîne. Parce que si je dis pas de bêtises, tu étais dans la profession libérale avant et tu as fait une transition en partie grâce à la bourse, dans le Ouais, monde de la c'est finance. exactement ça, ouais. En gros, pour faire rapidement mon parcours, j'ai fait première année de médecine, le concours classique, là, le truc qui fait peur à tout le monde, souvent quand on parle de première année de médecine, concours médecine. Donc, j'ai passé mon concours de kiné et j'ai fait mes études de kiné. Et derrière, j'ai bossé pendant 7 ans dans cette profession. Donc, c'est une profession qui me plaisait, hein. Il n'y avait pas trop de problèmes avec ça. J'avais plus des problèmes avec la rémunération, qui n'était pas ouf. Parce qu'on pense que les kinés sont blindés, mais c'est pas si vrai que ça, parce qu'on est à 16 balles la séance à peu près. Donc, c'est quand même pas l'Amérique. Et d'autres problèmes qu'il y avait dans la profession. Et à côté de ça, j'ai développé en fait depuis 2 ans mes réseaux autour de l'investissement en bourse. À la base, c'était vraiment pour partager mon parcours. Donc, dans quoi j'investissais, ce que je faisais au niveau de mes finances perso, etc., etc. Essayer de partager ça. Donc, j'ai commencé sur YouTube, après sur Insta. Et puis voilà, petit à petit, ça a bien évolué. J'ai pas une croissance exponentielle de malade avec des centaines de milliers de followers, mais ouais, je suis pas loin des 10 000 sur YouTube et pareil sur Insta. Donc ça fait quand même une petite audience, hein, quand on prend un peu du recul et qu'on imagine ça devant nous, ça fait un peu flipper. Donc très cool. Et j'ai arrêté mon taf le 19 janvier 2024, donc il y a 3 mois à peu près, pour me consacrer à l'investissement en bourse et à l'accompagnement des personnes qui veulent se former pour gérer leurs propres investissements en bourse avec un programme que j'ai établi et que j'ai lancé en décembre 2023. Génial. Donc ça, visiblement, c'est quand même allé très vite pour toi cette transition de kiné à investisseur et à formateur maintenant. Ça t'a pris quoi, un an, c'est ça à peu près? Ouais, mais moins que ça, hein, parce qu'il y a un an, je pense que je disais encore que je voulais rester kiné et que je voulais garder ça en mode side business. Mais au final, il y a eu quand même quelques petites péripéties avec la sécurité sociale française qui a donné beaucoup d'argent pendant le Covid et qui, derrière, doit récupérer un peu ce qu'elle a distribué. Et on est beaucoup, beaucoup de professions libérales médicales à s'être fait taper dessus sur des trop perçus, sur des problèmes de cotation, sur des petits problèmes administratifs qui ne changent pas énormément de choses, sauf qu'ils sont remontés entre 2019 et 2021, donc sur 3 années. Et sur 3 années, ça faisait quand même un total de à peu près 8 000 euros. Donc en gros, j'ai pris un trop perçu, un indu que je devais leur rendre de 8 000 balles. Et ça, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment rester profession libérale, à finir à 20 heures, à prendre du temps et à faire des grosses journées pour qu'au final, bah, tu aies cette reconnaissance derrière. Donc, c'était pas les patients, hein, les patients, tout allait bien. Mais par contre, au niveau des institutions, il y a des choses qui me gênaient. Et je me suis dit que c'était le moment, tu vois, de prendre le risque de me lancer en entrepreneuriat. Et puis voilà. Me voilà, entrepreneur à 100%, avec un business qui fonctionne et qui me permet au moins de vivre. C'est déjà très bien pour commencer. Et pourquoi la bourse? Ton business est basé sur la bourse, sur l'apprentissage d'investissement en bourse. Pourquoi la bourse? Alors en vrai, la bourse, j'ai pas commencé par ça, j'ai commencé par l'IMO. Le premier investissement que j'ai fait, c'était l'immobilier. J'ai acheté un appart en mai 2019. Donc premier Ok. appart, toutes les erreurs du monde, dégâts des eaux, copro de merde, enfin vraiment le truc qu'il fallait pas acheter, quoi. Donc ça, c'était mon premier investissement. Derrière, bah, ça m'a fait un peu chier, hein, d'avoir toutes ces choses à gérer. Bon, je me suis dit, t'es profession libérale, t'arrives quand même à faire un petit peu de cash et t'arrives à mettre de côté. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent, tu vois? Donc je me suis dit, bah, je vais l'investir en bourse.
Donc, première chose que j'ai fait, j'ai investi sur Yomoni, donc gestion pilotée. J'investissais sur une assurance vie avec du DCA, donc de l'investissement récurrent. J'ai rapidement vu que c'était pas très très performant. Donc, je me suis dit, bah, tu vas apprendre à le faire toi-même. Et là est arrivé le Covid. 1 mois et demi d'arrêt complet au niveau de mon boulot. Et je me suis dit, bah là, mon gars, t'as 1 mois et demi pour vraiment te buter et apprendre tout ce que tu peux sur l'investissement en bourse. Donc, j'ai appris, j'ai lu je sais pas combien de livres, j'ai lu, je sais pas, enfin, j'ai regardé je sais pas combien de vidéos YouTube et je me suis vraiment formé à ce moment-là. Derrière, j'ai pris des formations, j'ai vraiment essayé d'augmenter mon niveau là-dessus, hein. Et puis j'ai commencé à partager mon parcours en faisant exactement ce qu'on fait actuellement, des interviews de personnes qui étaient déjà sur YouTube. J'ai fait mes propres vidéos. Et puis au final, j'avais pas prévu de faire un business, mais ça a bien pris. Les gens m'ont commencé à me demander des conseils et de les aider. Donc je partageais de plus en plus. Et puis voilà, jusqu'au programme d'accompagnement que j'ai actuellement. Excellent. Et quand tu as commencé à investir, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic? Donc d'abord, pour te dire: «Ça y est, il faut que j'investisse dans l'immobilier», et ensuite le second déclic qui t'a dit: «Ça y est, c'est maintenant il faut que j'investisse en bourse, enfin, il faut que j'investisse en bourse». Bah, je pense que c'est mon taf de kiné. Parce que le problème avec les professions libérales, c'est que c'est des métiers qui sont passionnants, mais qui sont hyper chronophages. Et finir 4 soirs dans la semaine à 20 heures, je me suis dit: «Mon gars, est-ce que tu auras toujours envie de ça à 50 ans?» Je suis pas sûr. Donc il faut trouver une solution pour gagner en liberté. Donc moi, je mets, des grosses pincettes sur, la liberté financière, enfin devenir millionnaire avec l'investissement et cetera. Pour moi, ça, c'est un peu du bullshit et du on vend du rêve un petit peu, à certaines personnes qui sont naïves. Mais par contre, il y a des très, très belles choses à faire avec l'investissement, notamment l'investissement en bourse ou immobilier, par exemple. Mais avec du travail et avec du temps, on peut faire de très belles choses et notamment gagner en liberté, un petit peu avant la retraite. Imaginons que, j'avais 25 ans, retraite anticipée à 55 ans, je voulais me dire que je voulais me créer une rente pour cet horizon d'investissement-là. Donc j'avais 30 ans d'investissement et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je commence à investir pour, bah, me créer cette liberté supplémentaire pour, essayer de travailler moins, en fait. Puis même, je me suis dit je savais que la bourse, c'était très long terme et cette poche-là serait allouée à une retraite, complémentaire et par contre, j'ai aussi investi dans l'immobilier en me disant: «C'est aussi une façon, l'immobilier locatif, d'investir, de manière, un peu plus court terme pour avoir, une rente». Parce que, une des choses que je voulais pas faire non plus, c'était, rentrer à 20 heures tous les soirs et ne pas voir, grandir mes gosses, tu vois? J'en ai Ouais. pas encore aujourd'hui, mais pour moi, le travail, l'investissement et l'argent, c'est très bien. Mais si derrière, tu peux pas profiter de tes potes, de ta famille, de tes enfants, que tu les vois pas, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Et ça, quand tu as pris conscience de ça, tu estimes pour, ton portefeuille boursier en tout cas, il t'a fallu à peu près combien de temps pour te dire: «OK, ça c'est une stratégie qui me convient et qui va me permettre d'atteindre ces les objectifs que je me suis fixés»? Je dirais 1 an et demi, 2 ans, à peu près, où vraiment je me suis, formé, très, très fort pour établir la stratégie, que j'ai actuellement et qui peut être, adaptée, je pense, à des profils, qui me ressemblent, donc des personnes qui sont entre, 25, 35, 40 ans, qui ont encore un horizon d'investissement assez long et ouais, je pense que j'ai mis à peu près cette durée-là, parce qu'on fait tous des erreurs au départ, hein. J'ai acheté, des entreprises, que j'aurais pas dû acheter par rapport à la stratégie que j'ai aujourd'hui et j'ai vendu des choses trop tôt, j'ai acheté du Alibaba, quand c'était, quasiment le plus cher et je me suis pris un -50% dans la tronche. Mais derrière, c'est aussi des choses qui forment et qui permettent de prendre de meilleures décisions derrière, donc c'est aussi le parcours de tout investisseur. Et en parlant justement de ces erreurs que tu as pu faire, en général, bon, les personnes qui nous suivent, ils vont avoir tendance à faire le même genre d'erreur. Selon toi, quelles sont on va dire les 3 plus grosses erreurs que tu vois souvent, chez les personnes que tu accompagnes ou que toi tu as pu faire et qui pourraient être gommées le plus «facilement possible» entre guillemets? Alors, première erreur, pour moi, c'est, déjà de pas faire de travail au niveau des finances perso, parce que c'est très, très lié à l'investissement en bourse. Parce qu'à partir du moment où tu investis une somme que tu peux te permettre d'investir, ça veut pas dire que tu peux te permettre de perdre. Parce que ça, j'aime pas trop cette phrase. On n'investit pas pour perdre de l'argent, on investit pour en gagner. Mais par contre, une somme que tu peux te permettre d'investir.
Donc, si tu fais pas ce travail au niveau des finances perso, que tu investis trop d'argent, que ça te met dans la difficulté, tu peux prendre des décisions pourries derrière parce que ça va te mettre en panique, ce genre de choses. Pareil, si tu n'investis pas assez d'argent, ben, tu as un manque à gagner qui est énorme. Parce que l'argent qui n'est pas investi se fait grignoter par l'inflation. Je pense que les personnes commencent à bien connaître ce terme après les 2 dernières années qu'on a vécues. Et on se doit d'essayer d'optimiser au maximum la somme à investir. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, je dirais que c'est de copier son voisin. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, Ouais. mais les gars, ceux qui nous écoutaient, s'il y a des gens à la machine à café qui vous disent qu'il faut acheter absolument cette action parce qu'elle est incroyable, etc., peut-être que c'est vrai, mais allez vérifier. Faites vos propres recherches et allez checker si vraiment c'est une bonne opportunité. Parce que 95% du temps, c'est une bouse. Ouais. Faut se le dire. J'ai La plupart du temps, c'est pas ouf. j'ai presque envie de Je sais pas ce que t'en penses, rajouter, toi, mais même au-delà du mec à la machine à café, même quelqu'un d'autorité sur internet, sur YouTube, même si c'est Warren Buffett ou quoi que ce soit, allez faire vos recherches. Je veux dire, il faut que vous preniez conscience que chaque personne a une stratégie différente en bourse. Donc si une personne dit acheter cette action, vous savez pas, c'est peut-être qu'elle a acheté l'action le matin pour la revendre le soir. Vous la gardez 3 jours, ben vous êtes déjà hors compétition. Parce qu'il y a certains deals qui se font en bourse, notamment je pense par exemple à des deals d'arbitrage. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas au courant que l'achat a été fait pour faire de l'arbitrage, euh, ben, au moment où l'arbitrage se fait en bourse, ben, vous vous retrouvez comme un pigeon parce que vous n'avez pas revendu au bon moment. Donc faites bien attention à ces discussions de comptoir et puis même aux gens sur Internet qui en parlent parce que faut savoir que oui, tout le monde a une stratégie derrière, quoi. exactement. Tout le monde a une stratégie différente. Tout le monde a une vie différente. Une personne qui peut investir 5 000 euros par mois aura une stratégie différente d'une personne qui peut investir 100 euros par mois. Il va pouvoir peut-être plus diversifier son portefeuille. Il va peut-être vouloir prendre moins de risques parce qu'il a plus de capital. Donc, enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Enfin, je suis formateur, donc je suis un peu biaisé, je pense. Mais quoique, pas tant que ça, formez-vous. Que ce soit gratuitement avec des livres. Moi, j'ai appris, donc dans un premier temps, j'ai appris gratuitement avec tout le contenu qu'il y a sur YouTube, dans les livres. On peut déjà énormément apprendre de choses. Derrière, je suis passé avec des formations payantes, mais ça permet de comprendre ce qu'on fait. Et c'est le plus important parce que dans 15-20 ans, si vous avez suivi tout le temps les conseils des personnes et que vous retrouvez dans 15-20 ans à devoir changer de stratégie parce que votre horizon d'investissement a changé, parce qu'il y a une conjoncture économique différente, etc., et que vous n'avez pas les connaissances pour vous adapter, bah, ça va coincer en fait. Donc très très important. Et du coup, pour la troisième erreur, euh, bah, suivre les stratégies à la mode, je pense. Stratégie à la mode, c'est les entreprises du moment du style, bah tiens, l'IA, ça performe bien, on va dans l'IA, Ouais, les trucs comme ça. ouais, ouais. Je pense que ce genre de choses-là, ou alors aller chercher un peu le, l'investissement tendance, exactement ce que tu as dit, tu vois. Il peut y avoir l'IA, il peut y avoir les cryptos, il peut y avoir, j'en sais rien, moi, les SCPI, le crowdfunding, il peut y avoir les Ouais. entreprises de qualité, il peut y avoir les entreprises value. Il y a 36 milliards de façons d'investir. Et il y a 36 milliards de façons d'investir intelligemment. Ça ne veut pas dire qu'une stratégie est mauvaise, ça veut juste dire que c'est trop compliqué d'être bon partout. Il y a des personnes qui sont très fortes sur l'investissement value. Il y a des personnes qui sont très fortes sur l'investissement des ETF. Il y a certaines personnes qui sont très fortes sur l'investissement quality. D'autres qui sont excessivement forts en crypto. Mais trop compliqué d'être fort, fort partout. Ouais, Donc, clairement. choisissez une stratégie qui vous va bien et devenez le meilleur dans cette stratégie-là. Ça vous apportera toujours plus de résultats que de faire un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça. Et toi, en termes d'investissement, est-ce que tu as d'autres supports d'investissement autres que bourse et IMO? J'ai un tout petit peu de crypto, mais c'est vraiment très léger. Et en plus, c'est pas vraiment de la crypto en direct, parce que je suis passé par la phase crypto en direct, justement. J'ai fait cette erreur d'aller un petit peu partout. Et j'en avais un peu marre de toutes les plateformes avec les clés privées, etc., etc. C'est un peu le bazar, c'est compliqué. Donc je passe par des ETP. Je sais pas si ça te parle sur compte titre, du coup, Ouais. sur des enveloppes qui sont régulées. Donc derrière, il y a un peu plus de sécurité.
et ça me permet d'être exposé sur un petit panier crypto-monnaie, donc Bitcoin, Ethereum. Il y a également du Binance Coin et du Solana, je crois. Il y en a une autre. C'est quoi, c'est Je le suis pas du TP tout top expert 5 crypto. crypto ou top 10 des market Ouais, cap de crypto? exactement. Ouais. Exactement. Et vu que je suis pas expert crypto, je préfère largement me dire, je fais un investissement, un DCA, genre mensuel d'une petite partie de mon allocation pour cet ETP crypto, ce qui me permet d'être exposé à la crypto. Mais par contre, j'accepte que j'ai pas les connaissances pour aller chercher les petites pépites, aller faire des gros coups sur la crypto, parce que je les ai pas. Et, euh, et voilà. Mais ça, Mais j'ai pas de SCPI, j'ai ouais. pas de crowdfunding. C'est assez centré quand même. C'est intéressant cette partie, on va peut-être un petit peu la développer. Parce que c'est deux choses que je vois, moi, par exemple, qui sont très divergentes, entre guillemets, dans notre vision de l'investissement, où moi, j'accorde une énorme importance à la propriété. C'est-à-dire que si j'investis dans quelque chose, je veux absolument que le titre m'appartienne. Par exemple, crypto, il faut que la crypto soit mienne, que je puisse la transférer un petit peu comme je veux, etc. Euh, quitte à accepter ces difficultés, disons, de gestion avec les clés, etc. Idem pour les actions. Par exemple, pour moi, dans ma stratégie, c'est inimaginable d'avoir des ETF. Euh, non pas que la performance reste intéressante d'un ETF, c'est pas ça qui me déplaît, c'est l'aspect où on n'est pas propriétaire, où on dépend vraiment de tu sais, des fournisseurs de soit des indices et des émetteurs également des Ouais. ETF. Et toi, on va dire, quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que toi, tu vas plutôt privilégier, on va dire, la performance et la sérénité d'esprit que ça peut apporter? Euh, comment tu vois un petit peu ça? Alors, déjà au niveau des cryptos, il y a quand même eu pas mal de cas qui ont prouvé ces dernières années que même si on détient nos cryptos sur des plateformes décentralisées ou même centralisées, mais des cryptos en direct, voire même sur des clés, parce que je crois que Ledger a été piraté quand même plus d'une fois, je crois. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de dégâts, mais je sais que c'est arrivé. Derrière, on a eu les Celsius, on a eu FTX, on a eu pas mal d'exchanges qui se sont pété la gueule. Donc malgré le fait de passer sur des cryptos en direct, ça n'a pas forcément été protecteur, je trouve, par rapport à une solution où tu passes sur un ETP, sur compte titre, où il y a quand même une régulation qui certes bah, te permettra pas, par exemple, de vendre tes cryptos, d'encaisser une plus-value, de jamais la déclarer, parce que pour le coup, il y en a beaucoup qui le font en crypto. Moi, je vends sur le compte titre, c'est quand même un peu plus régulé, donc moins la possibilité de faire le con. Mais d'ailleurs, déclarez tout. Hein. Genre, faites pas trop les cons parce que ça passe, mais le jour où ça passe pas, ça fait mal. Et, donc voilà, pour moi, ça c'est la vision sur les cryptos. Et après, sur les ETF, je suis entièrement d'accord avec toi sur cet aspect l'aspect que tu as cité par rapport aux gestionnaires, par rapport au fait. Alors, on est propriétaire de l'ETF, enfin en tout cas des parts d'ETF, mais on n'est pas propriétaire de la stratégie et de la gestion qu'il y a derrière. Donc, il y a effectivement un gestionnaire qui va faire un intermédiaire de plus par rapport à ce qu'on a habituellement quand on détient des actions. Et dernièrement, il y a des gestionnaires d'ETF, typiquement Amundi, qui ont décidé de changer pas mal de leurs indices et de leurs ETF. Donc, par exemple, ils nous ont fourré tous les facteurs ESG sur 7 ou 8 ETF dans le PEA. Donc, pas le choix, en fait, obligé de subir ça et de s'adapter. Donc, pour ça, je suis 200% d'accord avec toi que les ETF, c'est chiant. Ça, c'est un truc qui est vraiment une problématique sur les ETF. Et malheureusement, on peut pas trop... on n'a pas notre mot à dire. Donc, relou. Par contre, il y a aussi un autre aspect de mon profil d'investisseur qui me dit je n'ai pas la prétention d'être sûr d'être meilleur que le marché. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour sélectionner les meilleures entreprises possibles, pour avoir la meilleure performance possible, mais je ne suis pas certain d'être meilleur. Il y a trop d'aléas, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc, je vais allouer une partie de mon portefeuille sur un socle passif composé d'ETF. Donc, j'ai une partie qui va suivre le marché, où j'accepte d'avoir un gestionnaire et d'avoir un intermédiaire en plus et les problématiques que ça importe. Mais de l'autre côté, j'ai également les actions qui ont pour objectif d'aller chercher plus de perf. Ouais, donc l'idée vraiment, toi, c'est ouais, c'est un portefeuille qui est basé sur la performance, entre guillemets. C'est-à-dire que ton ETF, tu sais, parce que tu le prends parce que tu sais que l'histoire a montré que c'était un outil de performance derrière, malgré les inconvénients qu'il peut y avoir.
ça te, entre guillemets, garantit une certaine performance à ton portefeuille sur du long terme, bien sûr, sur un an. C'est anecdotique, mais sur du long terme, ça va te mettre une Ouais, certaine exactement. sérénité d'esprit, Parce que je suis un investisseur long terme. bien sûr. Parce que moi, mon objectif, c'est pas forcément de profiter de mes investissements de suite. Là, moi, pour vivre aujourd'hui, j'ai pas besoin de profiter de mes investissements. J'ai déjà des revenus qui me suffisent, qui me permettent de vivre et d'épargner. Par contre, comment ce sera dans 20 ans, je sais pas. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que j'aurai besoin de mon capital pour vivre. Donc, soit via une rente, donc des ventes récurrentes, soit via un changement de stratégie qui visera à aller vers peut-être des entreprises un peu plus de rendement. Quoique, ça, je pense quelque chose de compliqué. C'est une question délicate, je pense. C'est une question délicate, ça dépend beaucoup du profil, etc. Parce que disons que d'un côté, entre guillemets, hein, si on prend les gros traits de chaque stratégie, une personne qui va se diriger vers la performance, son gros problème, entre guillemets, c'est qu'elle va devoir revendre une partie du portefeuille pour en vivre. Si le marché fait moins 80% sur une année, revendre quand tu as pris moins 80%, enfin, tu n'auras pas pris forcément moins 80% dans la gueule, mais revendre quand le marché a pris un gros coup à la baisse, ben, tu dis que potentiellement tu ne retrouveras jamais le capital que tu avais avant. Mais d'un autre côté, si tu as 80 ou 90 piges, ben, c'est limite, c'est pas que tu t'en fous de ne pas retrouver ce capital, mais c'est bon, tu as vécu, c'est que de la transmission Ouais, après, et tu as juste le truc à faire. exactement. Donc ça, c'est C'est vraiment une vision à avoir qui est... Il n'y a pas un truc qui est adapté pour tout le monde, quoi. C'est un peu personnel, quoi. c'est très personnel et je pense que c'est plus compliqué même qu'une stratégie de sortie, que acheter. Ouais. Pour moi, vendre et avoir une stratégie de sortie est plus dur que de construire un portefeuille. Ben, Parce que les biais cognitifs vont être encore plus puissants ouais. avec la volatilité, avec cette peur que le portefeuille il fasse moins 30 et que l'année d'après, on peut pas vraiment sortir la rente qu'on avait prévue, etc., etc. Et c'est pour ça que dans ma stratégie, certes, je vais sur des entreprises qui ont pour objectif d'aller chercher de la performance, mais globalement, je me dirige quand même vers des entreprises qui versent des dividendes. Pas beaucoup, qui n'ont pas un énorme yield, qui n'ont pas un rendement de 4-5%, mais je préfère tout de même les entreprises qui versent des dividendes, même pour la gestion de l'entreprise, etc. Pour moi, une entreprise qui verse un dividende, c'est quand même un engagement vers son actionnaire. Ça évite des moves un peu chelous en se disant que on n'a rien à devoir à personne, ce qui a été fait sur certaines entreprises, hein. Et je préfère aller sur des boîtes à dividendes. Donc déjà, je me dis que sur mon horizon d'investissement, si je continue à ajouter du capital et que mon portefeuille grossit avec la croissance des dividendes, peut-être que cette croissance des dividendes, comme on en a parlé juste avant en off, va diminuer avec les années, parce qu'effectivement, un rythme d'augmentation de 15% par an des dividendes, c'est pas tenable sur le très long terme. On est 100% d'accord. Mais en attendant, je vais quand même profiter de cette croissance-là. Et il y a une boîte, tu vois, par exemple, tu vas connaître Altria. C'est une Ouais. boîte qui verse des dividendes et qui, je pense, peut-être correspond un peu plus à ta stratégie. Et c'est une boîte qui, quand même, a augmenté ses dividendes quasiment chaque année. Et je crois que je sais plus qui c'est qui a un yield on cost. Je sais pas si... Bon, même si on prend Warren Buffett et Coca-Cola, Coca-Cola, c'est pas une boîte, c'est une très bonne boîte. C'est pas une boîte qui performe énormément ces dernières années. Par contre, ils ont toujours augmenté leurs dividendes, pas d'une façon exceptionnelle, mais au bout de 30 ans d'investissement, le Warren Buffett, il a un yield on cost de plus de 50%, je crois. Ouais, bah, Altria, c'est Donc, pareil. très intéressant. Altria, Ouais, bon, plus trop maintenant parce que le business se détériore d'année en année avec toutes les régulations qu'il y a sur la cigarette. Il se renouvelle bien, mais c'est pas pour rien que le yield est à 9% actuellement sur Altria. C'est que vraiment, c'est un business qui fait peur aux investisseurs. Mais si on prend Altria, on va dire dans ces années où c'était encore OK, on avait certes la transition, mais c'était OK, donc on va dire dans les années 2000, il fallait 15 ans pour à peu près pour avoir un yield on cost à 100%. Donc ça veut ouais, dire c'est que énorme. récupérer 100% de son investissement tous les ans grâce aux dividendes. Mm. Et c'était c'était assez fou. J'avais comparé Altria sur quelqu'un qui achetait du Altria en 2000 et quelqu'un qui achetait des entreprises très connues de maintenant, on va dire pas du Apple parce que je pense qu'Apple a quand même mieux performé, mais Altria de 2000 à 2020 par exemple, ça te redonnait aux actionnaires quasiment du 20% ou 25% par an.
Ouais. en réinvestissant le Ouais, avec dividende. les dividendes, déjà, à partir du moment où tu as un yield de 9%, mais là aussi, moi, je mets un point de vigilance là-dessus, c'est que, comme tu l'as dit, une boîte qui fait du 9% de yield, c'est Ouais, que tout de même, elle est sacrément massacrée. Que son exactement. prix s'est quand même fait bien dégommer. Et c'est là qu'on a un peu un point de divergence aussi au niveau de la stratégie, mais moi, je fais attention aux entreprises qui se font massacrer parce que je me dis, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Et il y a souvent des raisons quand même valables au fait que ces boîtes-là se font massacrer. Donc, toi, je pense que ton boulot et ta stratégie, c'est justement d'aller différencier les boîtes qui sont massacrées parce qu'il y a vraiment un gros problème et c'est foutu, entre guillemets, des boîtes qui sont sous-valorisées, des boîtes value qui sont value pour une raison qui est peut-être pas valable. En tout Exactement. cas, qui ne mérite pas, enfin, en tout cas, l'entreprise ne mérite pas une telle dévaluation et là, ça se transforme en opportunité. Ouais, exactement. Et tu as tout dit. Une entreprise dont le prix de l'action baisse, il y a toujours une raison. Il ne faut pas croire naïvement que les entreprises baissent parce que le marché ne les aime pas ou parce que, je ne sais pas, les gens se sont dit, ben non, c'est mieux d'investir sur Apple, donc on va faire baisser l'entreprise Altria ou je ne sais qui. Il y a toujours une raison derrière qui est valable. Et il ne faut pas se dire que ce n'est pas une raison valable, il faut se dire que c'est vraiment une raison valable parce que les entreprises value, souvent, c'est des entreprises qui ont perdu 30, 40, 50% du cours de l'action parce que les gens ont peur. Quand les gens ont une peur qui n'est pas rationnelle, c'est 3% qui est perdu. Allez, peut-être 10% si c'est tout un marché qui va pas bien. Mais quand c'est à ce niveau-là, c'est qu'il y a vraiment un truc qui fait peur. Donc l'idée maintenant derrière, forcément, c'est d'évaluer si la peur n'a pas été un petit peu trop exagérée ou pas. Mais Mmh, comme on l'a dit, c'est des approches qui sont très différentes et qui sont pas adaptées à tout le monde. C'est-à-dire que chacun va avoir, en fonction de ses objectifs, des approches différentes. Et c'est des approches 100%. aussi où il faut beaucoup, beaucoup de patience. Parce que les études montrent que sur la partie value, déjà, premièrement, les études montrent que c'est très difficile de timer le marché. Donc, même si l'entreprise a perdu moins Mmh. 50%, rien ne te garantit qu'elle ne va pas perdre encore 50% de plus. Donc, c'est très compliqué de timer le marché. Et si tu n'as pas un horizon d'investissement de minimum 5 à 8 ans, le value, c'est pas fait pour toi. Parce que souvent, ce qui se passe, qui a été observé dans beaucoup d'études avec le value, c'est que les 5 premières années, quand tu estimes qu'elle est sous-évaluée, tu as de fortes chances, mais vraiment, d'avoir une performance qui est dégueulasse. Et de te donner toutes les raisons du monde de revendre et te dire putain, j'ai été trop con, je sais pourquoi j'ai fait ça. Sauf que les années ensuite, 5, 6 à 10, en général, elles viennent rattraper toute la sous-performance qu'il y a eu après. Donc il faut avoir une certaine patience sur le portefeuille et accepter aussi de. Parce que ça arrive. Quand tu vois le S&P 500 qui va prendre du 40% sur un an ou du 20% sur un an, et que toi, tu te retrouves un peu comme un con à investir dans des entreprises qui ont fait moins 15% sur la même période, ben, c'est pas facile de garder les reins solides, se dire je garde ça, plutôt que d'aller sur l'autre qui vient de faire plus 15%. Donc ça, c'est des trucs Et à est-ce prendre que en compte. justement, toi, ouais, est-ce que du coup, de ton côté, tu dirais pas justement que avoir une partie en ETF pourrait compenser ça en fait? Parce que je pense qu'il faut se mettre à la place des investisseurs et on a tous une psychologie différente, plus ou moins forte en fonction des personnes. Mais il y a des investisseurs, comme tu l'as dit, qui vont craquer sur ces 5 années-là, Ouais. qui vont craquer sur les 5 années où en fait c'est dur, malgré le fait que tu as fait un bon choix. Parce qu'en en fait, on ne sait pas encore que tu as fait un bon choix, mais ça va arriver plus tard. Et justement, c'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai à la fois une partie action qui est action quality, donc pour aller chercher de la perf, mais je ne sais pas si ça va me délivrer cette perf que j'attends. Je mets toutes les chances de mon côté, mais il y a quand même plus de risques spécifiques quand on va sur du stock picking. Par contre, j'ai cette partie ETF qui va venir compresser un peu la volatilité du portefeuille et on va dire lisser également la perf. Donc, certes, si mes choix sont vraiment tous excellents et que j'ai cette partie ETF, bah, ça va me baisser un petit peu la perf et tant pis. Mais par contre, si j'ai quelques plantades sur mes choix, ce qui arrivera, parce personne ne fait 100% de choix qui sont très pertinents et tous bons, bah, j'ai cette partie ETF qui va venir faire tampon. Et c'est justement ce que je te disais, c'est que là, sur les 4 dernières années, je commence à avoir un peu de stats quand même. Au bout de 4 ans, c'est pas du long terme, mais j'ai un peu de recul sur la strat et j'arrive à avoir une perf qui est supérieure à mon indice de référence, qui est le MSCI SCWI, avec une volatilité un tout petit peu plus faible. Donc un rapport risque-rendement qui est vachement en ma faveur. Ouais. Et je pense que ça, c'est important parce que et je dis aussi aux personnes, moi dans mon accompagnement, les personnes enfin,
qui veulent investir, qui veulent à la fois avoir le socle passif et les actions et choisir les actions, c'est d'essayer de trouver quelle jauge va leur correspondre. Peut-être que certaines personnes vont avoir besoin de 70% de stabilité, donc 70% d'ETF parce que ça fait comme les marchés, et 30% d'actions pour aller chercher un peu plus de performance. D'autres ont des profils plus risqués, plus envie d'aller faire du stock picking, d'analyser des boîtes. On inverse, 70, 30. Et essayer de trouver comme ça le juste milieu. Mais t'as pas cette envie, toi, de justement essayer de trouver Alors, ce petit tampon? non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, je donne beaucoup de valeur aux dividendes. Donc, les entreprises value vont souvent avoir des dividendes qui sont quand même assez intéressants, entre 4 et 6%. Et ces niveaux de dividendes, disons que ce qui rassure là-dedans, c'est que si l'entreprise continue d'augmenter ses dividendes malgré qu'elle est entre guillemets massacrée en bourse, c'est que concrètement parlant, il y a du cash. Bien sûr, il faut analyser les chiffres. C'est-à-dire si en même temps tu vois la dette qui explose, non, c'est red flag. Mais si tu as une dette qui continue de baisser, que tu as des rendements qui continuent d'être stables ou qui augmentent même pendant la même période, et qu'elle continue d'augmenter son dividende, c'est que visiblement, elle se porte pas si mal que ça, parce que sinon, elle pourrait pas continuer de les verser. Donc là, c'est des points aussi qui sont, on va dire, rassurants pour garder cette entreprise pendant cette mauvaise phase, parce que justement, on touche ce cash, et si elle gagnait pas de cash, elle pourrait pas le payer, ce dividende. Donc ça, c'est ce qui est avantageux avec le dividende, c'est que sans cash, ça peut pas être payé. L'autre point, c'est que moi, c'est très, 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 très important, cet aspect liberté, cet aspect détenir des actions. C'est-à-dire que moi, j'investis absolument pas pour battre le marché. C'est-à-dire quelqu'un qui veut battre le marché ou qui veut se rapprocher le plus possible du marché, je pense qu'effectivement, le socle passif plus les actions et créer une sorte d'équilibre entre ces deux, je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très bon parce qu'au moins, ça permet d'être assez relativement tranquille d'esprit et d'aller chercher quand même une performance qui est intéressante. Mais moi, j'investis vraiment pas pour me baser sur de la performance. Alors, l'idée, bien sûr, c'est pas d'être à 1% par an, sinon c'est sûr que ça sert à rien. Mais sur du long terme, moi, c'est surtout d'avoir le total contrôle de mes actions. Parce que l'avantage aussi en étant dans des actions, c'est que c'est très facilement transférable. Ça sort aussi de tout ce qui est cadre juridique mondiaux, entre guillemets. Donc, on ne peut pas saisir des actions. Alors que des ETF sur le papier, on ne peut pas les saisir, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus facile à saisir que saisir des actions parce que ce sont des paniers d'entreprise. Et donc, du coup, saisir une sorte de panier, ça se fait plus facilement. Donc, il y a tous ces cadres qui rentrent et qui sont là du fait de ma personnalité, du fait de qui je suis, de ce que je vois. C'est pas moi, forcément, pour ma situation, j'estime que je préfère être là-dedans parce que je trouve que c'est plus adapté à mon profil. Mais c'est vrai que pour un profil comme tu as pu le décrire et comme le tien aussi, avec les objectifs que tu as, bah, Mm. finalement, tu as adapté avec ce que tu recherches, avec ce qui t'effraie, entre guillemets, potentiellement aussi sur le marché. C'est-à-dire que toi, sans doute que tu veux pas vraiment voir des entreprises qui font moins 50% sur ton portefeuille ou moins 30%. C'est un truc qui, tu sais que tu veux pas le voir. Donc, tu dois faire en sorte de prendre une stratégie où tu sais que tu le verras pas, quoi. Exactement. Et du coup, ça va bien avec mon profil par rapport à ces chutes-là. Moi, je veux vraiment éviter de prendre ce genre de risque-là. Et quand tu regardes mon portefeuille, toutes les entreprises, de toute façon, qui n'ont pas performé comme je voulais et qui avaient des bonnes raisons de ne pas performer, parce que je ne vends pas pour vendre, hein. S'il y a une entreprise qui ne performe pas pendant 1, 2 ans, mais que tous les fondamentaux sont bons et que l'hypothèse de base est toujours valable au niveau de l'analyse fondamentale, au niveau de la boîte, il n'y a pas de raison de vendre. C'est pas une raison. Par contre, il y a certaines entreprises qui nécessitent une vente si l'hypothèse de base n'est plus respectée et que les fondamentaux sont dégradés. Et aujourd'hui, dans mon portefeuille, je n'ai plus aucune entreprise en négatif. J'ai des boîtes. Attends, si je check vite fait sur mon ordi, hop, j'ai des boîtes qui font. Je crois que la plus grosse perf que j'ai une boîte qui fait 250% de perf. Après, j'en ai une qui fait 100, 105, 96, 78, 62. Et la plus faible a fait 14%. Ouais. Et la plus faible, c'est une boîte qui est très connue, c'est Johnson Johnson, qui est une boîte qui, au final, ne respecte plus tant que ça mes standards de qualité aujourd'hui, parce que c'est une bonne boîte, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, le dividende est quand même intéressant, il y a quand même des fondamentaux financiers qui sont très bons,
mais il n'y a pas cette croissance que j'attends, il n'y a pas cette rentabilité, il n'y a pas non plus ces marges et cette profitabilité que je recherche. Et la performance non plus n'est pas incroyable, puisque là, ça fait quasiment 5 ans que ça fait du surplace, hein. Ouais, ouais, surtout ça s'accélère là depuis début 2024 à cause de certains procès qu'ils ont. Ouais, Hem, mais c'est bien. Moi, je trouve ça cool de pouvoir justement échanger avec des personnes et bon, en général, les gens qui vont me suivre, ils vont c'est pas qu'ils vont plus avoir tendance à aller vers ma stratégie, mais s'ils me suivent, c'est qu'ils apprécient cette stratégie que je vais avoir et je trouve ça bien justement de donner d'autres perspectives. Parce qu'il faut comprendre vraiment que l'investissement, il y a pas de vérité dans l'investissement. On en parlait tout à l'heure. Il y a pas ouais. de vérité et j'ai presque envie de dire de toute façon, même s'il y avait une vérité, même si quelqu'un avait raison, le seul moment où on pourra dire qu'il a vraiment eu raison, c'est au moment où on va l'enterrer. Parce qu'avant ça, on peut pas À la ligne savoir. d'arrivée, ouais. C'est vraiment la ligne d'arrivée Non, mais, finale, finale, quoi. ouais, 100% d'accord. Et même, j'irai un tout petit peu plus loin. Moi, ce qui me fait plus pester, tu vois, c'est justement les personnes qui pensent détenir la stratégie, la vérité, que c'est absolument ça et qu'il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Ouais. Ça, ça veut pas forcément dire qu'ils ont tort, parce que la stratégie est souvent très bonne, hein. Par exemple, sur une stratégie full action, value, small cap value, par exemple, c'est une bonne stratégie, mais ça veut pas dire que c'est la seule. La stratégie ETF, c'est une bonne stratégie, mais ça veut pas dire que c'est la seule. Et j'essaie d'avoir cette ouverture d'esprit et de me dire, ok, tu as une stratégie qui fonctionne, mais ça veut pas dire que c'est la seule stratégie. Et derrière, c'est pour ça aussi que j'essaie de lire des bouquins qui vont un peu, ou de regarder des vidéos, ou de me renseigner sur des stratégies qui vont à l'encontre de ce que je fais. Parce que c'est là que j'apprends le plus, en fait. Exactement. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui pense pas la même chose et qui a des, après, avec des réflexions et de l'argumentaire aussi pour qu'on puisse développer. Mais là, la conversation, elle est très intéressante, tu vois. Parce on n'a pas le même objectif. Au final, on arrive à être d'accord l'un avec l'autre simplement parce qu'on a compris que nos objectifs sont différents. On n'a pas le même profil d'investisseur. On n'a peut-être pas le même horizon d'investissement, etc., etc. Et tout ça fait qu'on n'a pas la même stratégie. Mais ça ne veut pas dire que la stratégie de l'un est bonne ou mauvaise et inversement, tu vois. Exactement. Et tu as dit un truc super intéressant. Je pense que c'est très important et pour tout le monde de façon générale, de consommer du contenu qui va totalement à l'encontre de nos convictions. Par exemple, là, depuis le début de l'année 2024, je lis plein de livres, d'articles, etc., qui sont totalement pro ETF. Alors que pour moi, vraiment, c'est la peste. L'ETF, moi, je le vois comme la peste. Et je lis des trucs vraiment pro ETF pour arriver vraiment à comprendre le truc qu'il y a derrière, etc. Et bon, d'un côté, je comprends totalement cette idée de vouloir avoir des ETF. Mais d'un autre côté, quand je lis ça, bah, ça me permet de me dire, OK, ouais, non, visiblement, même en prenant ça en compte, je suis, je suis à l'aise avec mon choix et ça permet de me dire, OK, je suis aligné avec ça. Et justement, en parlant un petit peu de... Ouais. Ouais. Non, non, J'allais te vas-y. demander justement en parlant un petit peu d'analyse et de façon dont tu sélectionnes tes actions. Selon toi, quels sont les 3 points, on va dire, les plus importants que tout le monde devrait regarder avant d'acheter une action? Euh, Alors, bah, en fait, là, je vais répondre selon mon prisme et selon la sélection d'actions que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire des actions qui sont quand même basées sur la qualité et donc une performance future peut-être supérieure à d'autres boîtes. Mais pour moi, il y a 3 critères qui sont très intéressants et très importants. Et ça a d'ailleurs été backé par Guru Focus. Je sais pas si tu connais Ouais, ce site. C'est un site très complet au niveau des chiffres et des données financières. Et ils ont fait une étude sur quand même un bon backtest par rapport aux notes qu'ils donnaient au niveau de la croissance, la profitabilité, la rentabilité, la santé financière de la boîte. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une très très forte corrélation sur 2 critères principalement. C'est premièrement la croissance. Donc les entreprises qui font de la croissance et qui ont une bonne note à ce niveau-là, donc croissance chiffre d'affaires, croissance du résultat net, croissance enfin des free cash flow et ce genre de choses-là. Tout ça, c'est quand même des facteurs qui vont emmener à une performance supérieure. Donc une entreprise qui fait pas de croissance, ça dégage. Pour moi, déjà, c'est pas une bonne entreprise. C'est une entreprise qui est en déclin. Et donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Deuxième critère, c'est tout ce qui va être rentabilité, profitabilité. Donc, pareil,
Il y a sur les études, les boîtes qui obtiennent les meilleures notes sur rentabilité, profitabilité, obtiennent également une meilleure performance. Donc ça va être, les marges, on veut des marges élevées, on veut des entreprises avec un avantage concurrentiel, avec, du pricing power et qui ont des bonnes rentabilités. Donc, un bon, retour sur crypto propre, un bon, retour sur capital employé, le ROCE et des bons ratios de rentabilité pour, les actionnaires et les créanciers. Donc ça, c'est le deuxième critère et ce sont les 2 critères qui ont le plus de preuves par rapport à l'étude de Gros Focus qui, certes a des biais et cetera, mais je trouve ça quand même intéressant pour recentrer un peu déjà les recherches sur les actions. Donc croissance et rentabilité et après pour moi, il y a aussi la santé financière quand même qui est très importante, donc on va éviter les boîtes, qui ont, des dettes, faramineuses. Ouais. Pour moi, une boîte qui fonctionne qu'avec de la dette et qui sans dette ne fonctionne pas. Si par exemple, tu vois, si on dézoome et qu'on prend à l'échelle de notre entreprise à nous, ben, si aujourd'hui on a une boîte qui a besoin de s'endetter absolument pour pouvoir faire de la pub, pour pouvoir avoir des clients, ben, si tu coupes l'endettement, il n'y a plus rien qui se passe, tu vois. Alors que si tu fais de la pub et que tu es rentable, que tu sors 2 euros pour 1 euro investi, bah, ok, tu fais de l'investissement, mais tu es rentable. Pareil, si tu capitalises sur ton trafic organique, tu n'as pas de dépenses et tu es rentable. Et là, c'est quand même des choses qui sont plus pérennes. Alors que si tu fais appel à la dette, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que la dette est une mauvaise chose, hein. La dette est essentielle, surtout pour les grosses boîtes, mais utilisée intelligemment. Et derrière, il faut regarder le management, etc. Ça, c'était vraiment on va dire les trois choses à regarder au niveau des Ouais. chiffres pour filtrer, Ouais, clairement. pour déjà écarter un peu toutes les boîtes pourries. Après, il faut aller beaucoup, 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 beaucoup plus Bien loin. sûr, il faut aller plus loin, mais ce que j'ai quand même remarqué, moi, qu'une personne, disons, qui va faire un portefeuille diversifié, qui va se mettre maximum 5% par entreprise et qui va juste se concentrer sur ses critères quantitatifs, qui va passer à traction du qualitatif, bon, elle va avoir comment on appelle ça, des entreprises catastrophiques, des saucisses qui vont complètement s'effondrer, mais en règle générale, elle va quand même aller chercher de la performance. Elle battra pas le marché. Ça, c'est quasiment sûr et certain qu'elle battra pas le marché sur du long terme, en se concentrant que sur justement ces aspects qualitatifs dont tu as évoqué. Mais avec une bonne diversification, elle sait qu'elle perdra pas d'argent. Je veux dire, tu peux pas avoir. Déjà, ouais, au bout de, tu vois le petit graphique entre le risque spécifique et le risque de marché, on voit très rapidement qu'en fait, la courbe, enfin, elle descend très très vite. Donc déjà, si on passe de 1 action à 5 actions, on a le risque spécifique qui descend très très vite. De 5 à 10, ça ralentit un petit peu, mais ça descend encore pas mal. De 10 à 15, ça ralentit encore, mais ça descend encore. Et à partir de 15-20 boîtes, on a quasiment le risque spécifique qui est flat en fait. Donc, certes, la personne a beau se diversifier beaucoup, bah, à partir du moment où tu as 25, 30, 35 actions dans ton portefeuille, tu as une diversification qui est largement suffisante pour presque avoir la performance d'un ETF en fait, d'un indice. Carrément, et puis surtout, en fait, quand tu vois le truc, c'est que toi, tu le vois, dans ton portefeuille, tu as des entreprises qui fait plus de 250%. Si juste avec cette entreprise, tu n'avais que cette entreprise, et disons que tu en as 5 autres qui ont fait faillite, donc zéro, tu restes quand même rentable. Alors Mm. que tu as 5 entreprises qui ont fait faillite. 5 entreprises qui ont fait faillite, c'est quand même énorme. C'est-à-dire, en général, on fait tous, à un moment ou à un autre, un investissement qui n'est pas bon, qui sera une société mauvaise, qui soit va faire faillite, soit va complètement baisser et rester basse quasiment pendant toute notre durée d'investissement. Ça va forcément arriver. Le truc, c'est que si on n'est pas sur une seule entreprise, ça va forcément être rattrapé par les autres. Et ça, je trouve que c'est quand même assez. Beaucoup de personnes oublient de penser ça parce que souvent, la peur principale des gens pour investir en bourse, c'est de perdre son argent. Et quand on a un minimum de diversification, euh, ben, finalement, on se rend compte que les chances sont quasiment à zéro de perdre son argent sur du long terme. Bah, de toute façon, sur le S&P 500, l'étude, elle a été menée. Et à partir du moment où les personnes investissent une vingtaine d'années, donc qui allongent leur horizon d'investissement, il y a 0,1% de chances de réellement perdre de l'argent. Ouais. Et Il faut vraiment tomber sur la mauvaise période, la pire période du monde. Et de toutes les. Après, c'est les données qui sont déjà passées, hein. On ne sait pas ce qui arrivera dans le futur. Toujours pareil. Mais bon, on a quand même
la plupart du temps les données du passé qui nous donnent de belles indications pour ce qui va se passer dans le futur. Et ouais, au final, plus on investit longtemps et plus on se diversifie, plus on diminue notre risque Exactement. et plus on diminue notre performance potentielle aussi. La Ça, tu diversification, entièrement disons raison. que la diversification, c'est soit tu veux vraiment une très grosse performance, vraiment battre le marché. Là, dans ce cas, en général, faut que tu oublies, faut pas que tu oublies la diversification, mais il va falloir que tu la réduises. En général, on le voit, hein, les portefeuilles qui battent le marché aujourd'hui, c'est souvent des portefeuilles qui sont assez concentrés. Maintenant, si tu veux pas battre le marché, mais surtout faire travailler ton épargne sans trop prendre de risques, la diversification, elle peut faire sens. Et surtout, bah, sur ces études d'ETF ou sur le S&P 500 par exemple, où on disait qu'à partir de 15-20 ans, tu étais à 0,1% de chance de perdre, ça, c'est en prenant en compte que tu investis une fois. Mais si tu lises ton investissement et que tu fais du DCA, ça descend encore plus. Ça descend encore plus et Ah tu oui, oui. dois attendre encore moins avant d'avoir la rentabilité, etc. Donc c'est quelque chose d'important à comprendre. Et j'ai une autre question que j'aurais aimé te poser. Est-ce qu'il y a un truc que toi, comment dire, j'ai pas envie de dire qui t'appartient dans tes analyses, mais un truc que tu vois que tu aimes bien faire et que quand tu consommes du contenu sur Internet, par exemple sur YouTube ou tout ça, ou quand tu échanges avec d'autres YouTubeurs, tu as l'impression que tu es un peu le seul à faire ça. Que c'est, on va dire, ton tic, ton truc, que tu es un peu le seul à aimer à faire. C'est un truc dans l'analyse quantitative, Ouais. je pense. Parce que bon, l'analyse fondamentale, au final, on fait tous un peu la même chose. On regarde l'activité de l'entreprise, ses produits, ses clients, son avantage concurrentiel si elle en a, les risques, le management, etc., etc. On a globalement les mêmes questions. Les systèmes de valorisation peuvent différer en fonction des personnes, en fonction des ratios ou alors des sites utilisés. Enfin, ça dépend. Et par contre, au niveau quantitatif, moi, je sais que dans la recherche des entreprises que j'ai envie d'avoir dans le portefeuille, je cherche des boîtes qui sont plutôt sur une phase ascendante. Donc, qui sont plutôt sur une phase où la croissance accélère, où les marges sont meilleures d'année en année, où les rentabilités sont de plus en plus intéressantes. Donc, ce que je fais pour tous les critères quantitatifs que je regarde, quasiment tous, c'est que j'utilise donc les données sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Et du coup, je mets des points supplémentaires, parce que j'ai tout un barème de points en fait pour noter les boîtes. Je mets des points supplémentaires pour les entreprises qui ont de meilleures moyennes sur 5 ans que sur 10 ans. Parce que tout simplement, ça veut dire que les 5 dernières années ont été meilleures que la moyenne des 10 dernières années. Et donc elle est sur une pente ascendante. Ouais, Donc ça, on n'entend pas parler. c'est un truc que je vois pas trop. Non, on n'entend pas parler, Non, je le fais un petit peu aussi. Euh, mais c'est vrai que ouais, c'est un bon point, on n'en entend pas parler, c'est très important. Parce qu'on analyse sur 10 ans, jamais, on se ouais. dit ouais, sur 10 Franchement, ans c'est c'est un truc. solide. Mais si sur 10 ans c'est solide, sauf que les 5 dernières années c'est en décroissance, bah, c'est peut-être pas bon signe pour les 10 prochaines années. Donc Bah, exact, ouais. non, c'est un bon truc, ouais, c'est Et cool ça. tu vois, c'est tout à fait pour ça que j'ai vendu Bristol Myers, parce que c'est pas une mauvaise boîte. Mais si on regarde, du coup, en fait, elle perd énormément de points aussi sur ces moyennes-là, parce que sur les 10 dernières années, elle a quand même des meilleures moyennes et des meilleures croissances que sur les 5 dernières. Ouais. Et donc, forcément, bah, moi, ça met un petit warning sur ma strat de bah, cette boîte-là. Peut-être que sur une stratégie value, parce qu'effectivement, sa valorisation, si on regarde que la valorisation, c'est absolument pas le moment de vendre. Vraiment pas du tout. Genre, c'est une boîte sous-valorisée au max. Mais par contre, il faut accepter que sur 2, 3, 4 ans peut-être, bah, cette boîte continue d'être sous-valorisée et de sous-performer également. Et moi, ça, je veux pas. Donc, c'est là que je déclenche la vente. Exactement, ouais. Pour parler justement de Bristol Myers, là ici, l'échéance, elle est très simple, je crois que c'est 2026 ou 2028. C'est-à-dire, c'est soit il y a un truc qui sort avant 2026-2028 et ça montera la valorisation en haut, soit il n'y a rien qui sort et on saura en 2026 ou 2028 si elle était vraiment sous-évaluée maintenant ou pas. Enfin, à quel point elle était sous-évaluée maintenant ou pas, si elle Mm. rattrapera ou pas. Donc c'est ça, ouais, justement, c'est des approches, on va dire, qui sont très, comment on appelle ça, qui sont des trucs où justement les gens ne veulent pas vivre dans cette incertitude. Et c'est important de le comprendre. Des investisseurs ne veulent pas avoir cette incertitude et donc il faut les éviter. Il faut éviter absolument ce qu'on ne veut pas. Je crois que c'est Warren Buffett ou Howard Marks qui en parlait beaucoup. Il disait d'éviter un maximum ce qui nous fait peur. C'est-à-dire, c'est pas grave si tu. Par exemple,
moi, à l'heure actuelle, il y a un domaine, il y a un secteur, je ne comprends rien du tout. C'est les semi-conducteurs. Mais je ne comprends absolument rien. Je comprends pas la chaîne de production, je comprends pas les clients, je comprends pas à quoi ça sert. Enfin, je sais que c'est des puces qu'il y a dans les ordinateurs et dans les appareils électroniques, mais genre, j'y comprends rien. J'ai fait la connerie d'investir dans des entreprises de semi-conducteurs il y a quelques années, alors que je ne comprenais pas vraiment, juste parce que je me disais, ben, ça a l'air sous-évalué. Et ça, je pense que c'est un point aussi que beaucoup de personnes oublient. C'est que si, c'est OK de ne pas comprendre un business. Tu n'es pas obligé d'être exposé à tous les secteurs, à investir dans toutes les entreprises. De ouf. Amen. Parce que si, il y a des trucs où, je sais pas, moi 100%. je les vois comme des vraiment dans ma tête, c'est des aliens, les gens qui comprennent les semi-conducteurs. Je me dis putain, mais ils ont combien de points de QI ces gens-là? Mais même, tu vois, semi-conducteur ou pas semi-conducteur, tu as dit quelque chose de vraiment très très intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'être investi sur tous les secteurs. C'est pas parce qu'il y a 11 secteurs au niveau financier boursier qu'on est obligé d'être sur les 11. Il y a des secteurs, ils sont pourris, franchement. Par exemple, moi, il y a un secteur que je capte pas du tout, que je comprends rien, c'est les banques. Ah, Les banques, c'est un bourbier analysé, c'est incompréhensible. Genre, et il y a tellement de trucs, et puis c'est les taux directeurs et machin. Enfin, il y a vraiment énormément de facteurs à prendre en compte, et même le bilan d'une banque. Mais ah ouais, bonjour, moi hein, j'adore ça, les banques. pour Je crois comprendre. que c'est un des secteurs les plus Ah, moi, je représentés dans mon comprends rien. portefeuille, le secteur bancaire. Moi, je comprends pas du tout, et du coup, je préfère ne pas m'y Ah ouais, mais exposer, tu c'est vois. bien. Si tu Et tant comprends pis, pas, au moins je vais tu rater prends des pas de risque. opportunités, mais il y en a d'autres. Exactement. Les bancaires, tout ce qui est, par exemple, le secteur aérien, pour moi, c'est, enfin, genre transport aérien, hein, pas construction, mais tout ce qui est Air France, tout ça, toutes ces boîtes-là, pour moi, c'est un mauvais secteur. L'automobile, pareil, c'est un secteur qui est quand même très cyclique. Donc moi, sur mon horizon d'investissement et sur la qualité des boîtes que j'ai envie d'avoir, c'est pas forcément des secteurs qui vont correspondre à ce que je cherche. Donc, ok, il y a des secteurs sur lesquels je vais pas investir. Tant pis, c'est pas grave. Clairement. Il y en a d'autres. Et c'est important d'en Et avoir puis, conscience, de l'avoir conscientisé déjà. ouais, c'est important. Exactement. C'est important d'avoir plusieurs secteurs. Mais après, maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur la plupart des boîtes multinationales qui sont implantées partout dans le monde et qui ont quand même des activités diverses, c'est très rare qu'elles aient une seule verticale. Par exemple, Amazon est une boîte qui fait certes la marketplace, mais qui fait aussi du cloud, qui fait aussi du service avec du streaming, etc., qui fait aussi, par exemple, des magasins physiques avec les Amazon Food et tout le bordel. Donc en fait, il y a une diversification interne dans les boîtes. Elles sont pas, en fait, on les classe dans des secteurs, mais c'est une classification qui est hyper normée et hyper, pour moi, restrictive. Clairement, ouais. Aujourd'hui, Apple, c'est pas une boîte de technologie pour moi. On en a parlé une fois avec Romain sur un podcast, mais Apple, pour moi, c'est presque une boîte de consommation discrétionnaire. Les gens, aujourd'hui, ils préfèrent économiser pour acheter un téléphone, pour acheter un iPhone, que pour acheter de la bouffe. Totalement. Combien de personnes on a dans notre entourage qui ont un iPhone, voire même le dernier ou un des derniers, et qui sont pas à l'aise financièrement, alors que ça coûte 1000 balles, Ouais, c'est fou, hein. Ce tu qu'a vois? réussi Donc à est-ce faire que c'est Apple, vraiment une c'est entreprise fou. de tech? Ouais, ils sont trop forts. Enfin la croissance se calme un peu et il y a quelques petits soucis, mais globalement, au niveau écosystème et ce qu'ils ont créé, c'est trop Ouais, fort. ouais, je rejoins clairement le truc. On sort du truc purement technologique, quoi. On sort purement du truc technologique où c'est un bien de consommation C'est mainstream. discrétionnaire pour le Mmh. moment. Et ça, pour moi, c'est quasiment tu vois, comment on appelle ça? À la frontière avec quasiment le bien de À la consommation frontière. courante, tu vois? Où Ouais, de ouf. c'est limite, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment cyclique? Alors, pour le moment, on n'a pas encore vécu du Apple, parce que la dernière crise financière, c'était en 2008. Apple, c'était pas ce que c'était déjà en 2008, quoi. C'est qu'à partir de l'iPhone où ça a vraiment révolutionné. Mais moi, je suis vraiment très curieux de voir comment se comporterait du Apple sur une période financière qui est pas propice. C'est-à-dire que de 2008 à maintenant, c'était probablement la décennie la plus propice de l'histoire de la bourse pour les entreprises Ouais, justement pour se développer. Donc tech, ouais. dans une ère qui est beaucoup moins propice, je suis très curieux de voir ça peut donner et si ça peut se comporter, on va dire, comme du bien de consommation courante qui est très défensif comme secteur. Ça va être intéressant, je pense. Il y a moyen, hein. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on sait pas ce qui va se passer. On met toutes les chances de notre Non, côté, on peut mais pas savoir. il y a trop Ouais. d'incertitudes. C'est pour ça que revendre, c'est le plus dur. J'écoutais des interviews d'un investisseur indien qui s'appelle Modish Pabrai. Je crois qu'il Ouais, l'appelle le je vois. Warren Buffett indien. Lui, il disait en gros Mmh mh. que
acheter en soi, c'est pas simple, mais c'est simple quand tu compares à revendre parce qu'acheter, tu connais les chiffres. Tu connais les chiffres et tu dis: «OK, je vois qu'il y a ça dans le business aujourd'hui, j'estime que c'est un bon prix pour ça, j'achète». Quand tu veux revendre, tu es obligé si tu revends, c'est que tu te dis: «Ça peut pas plus monter». Ou alors que tu as un autre projet à côté qui tu trouves plus intéressant ou où il y a ton argent, tu penses qu'il est mieux ailleurs. Et d'arriver à accepter ça, de se dire que, ben, là effectivement, tu peux pas, tu es obligé de faire d'imaginer le futur. Une concession, Et ouais. imaginer le futur, enfin, c'est impossible. Personne ne peut vraiment le faire. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours avoir quand même un plan de vente. Genre, soit vendre, comme par exemple je l'ai fait avec Bristol Myers où elle respecte plus mes fondamentaux. Bah, elle respecte plus mes fondamentaux, c'est pour moi un warning. Elle respecte plus mes fondamentaux pendant 1 an, 2 ans et vraiment je vois que ça va pas dans le bon sens. Bah, je vends. Derrière, si pareil, une entreprise au niveau fondamental n'est pas, enfin est en train de se dégrader et par contre de l'autre côté, il y a une boîte qui est de très, très bonne qualité avec une valorisation intéressante, mais j'ai pas assez de capital, par rapport à ce dont j'ai envie de mettre, peut-être que c'est le moment d'arbitrer. Ouais. Tout en gardant derrière, une proportion, intéressante au niveau de la diversification parce que certes, faut pas être exposé sur tous les secteurs obligatoirement, mais on va pas être full tech, à 200%, tu vois? Et Parce que, on parlait tout à l'heure des effets de mode. La tech, l'IA, tout ça, c'est quand même des boîtes qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Est-ce que ce sera le cas, pendant, les 10 prochaines années? Pas sûr. Je pense quand même que c'est bien parti pour que ce soit un secteur, vu l'évolution, mondiale, je pense que c'est un secteur qui va bien avancer. Mais est-ce qu'il va avancer aussi vite que ce qu'il a avancé depuis les années 2000? bien sûr, Pas on sûr. peut avoir ouais, on peut très bien avoir comment dire? Une croissance à la Procter& Gamble, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est très stable, ça monte très bien, mais plus les années avancent et moins c'est performant. Alors ça reste très performant, ça reste très bon, mais la performance, c'est on sort de Ouais, la diminue. performance à 2 Ça chiffres, se tasse. on reste sur quelque chose qui est très stable et cetera, mais beaucoup moins. Ça, on peut pas savoir, on va voir ce que ça va Et donner. comme Apple, hein. Apple aujourd'hui, ils sont arrivés quand même à pas à une saturation de marché, mais bon, aujourd'hui Apple, c'est très connu, beaucoup de personnes, bossent sur des Mac, ont des iPhones, les iPads, il y en a partout. Tu as des AirPods dans les oreilles. Enfin, Ouais. au bout d'un moment, ils peuvent pas non plus, enfin, se renouveler et vendre, à des nouvelles personnes à chaque fois. Donc le marché n'est pas infini et pour, des boîtes de cette taille-là, bah, forcément, la croissance va finir par ralentir, c'est Et obligé. puis pour toutes les Par boîtes, contre, c'est derrière, les cycles, c'est obligatoire qu'il y ait cette phase de ouais, consolidation ou de baisse de croissance légère ouais, qui leur permettent de se mais renouveler. c'est là qu'après on voit, c'est là qu'on voit toute la puissance d'une boîte et vraiment les boîtes qui sont meilleures que les autres. Parce qu'aujourd'hui, un Apple, si ils arrivent à faire et ils arrivent à le faire de mieux en mieux, c'est pas une grosse partie de leurs revenus, mais on voit que la partie service prend de plus en plus, de place chaque année. Donc certes, ça reste infime, mais ils commencent à bien monétiser, le cloud. L'Apple Store, ils ont, 30, donc à voir avec la réglementation, mais ils ont quand même, 30 de toutes les transactions qui se font sur l'Apple Store. Ils vont développer, Apple One, ils vont développer, peut-être, des, softwares, j'en sais rien, tu vois? Et ils ont pas activé le levier de la pub, comme ils ont pu le faire, comme Google a pu le faire, comme, Facebook a pu le faire. Mais ils ont encore ce gros levier-là, à voir comment ça sera intégré, si ça va avec les valeurs de l'entreprise et tout. Mais tu vois, c'est aussi tout ça qui va être intéressant de voir parce qu'avec, tous ces leviers-là, Apple peut continuer d'avoir une belle croissance tout en, en fait, ne vendant pas forcément plus d'iPhone. Clairement, ouais. Et je pense que c'est d'ailleurs je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est un bon point pour conclure justement cet échange, bah, de mettre l'accent sur une entreprise est un être humain qui vit, et on le connaît tous en tant qu'être humain. Il y a des journées où on va bien, des journées où on va pas bien. Il y a des années où c'est excellent, tout roule pour nous et il y a des années où rien ne roule pour nous. Il faut se dire que pour une entreprise, c'est exactement pareil parce qu'au final, une entreprise, c'est, des humains qui travaillent ensemble sur un projet commun, et rien d'autre. C'est-à-dire que même si, OK, on a l'IA qui arrive et cetera et de plus en plus de technologies de machines pour suppléer l'humain, au final, les marchés, c'est des humains qui font le marché. C'est la moyenne de ce que tous les humains pensent sur la bourse. Idem pour les entreprises. Donc, je pense que c'est bien justement d'en finir sur ce point qu'au final, on ne peut pas savoir ce qui va se passer
et qu'une entreprise évolue, quoi, est toujours en train de bouger. Exactement. Et il faut avoir une stratégie pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Génial, Je pense que c'est la meilleure façon exactement. De de bien tout avancer. mettre Ouais. vraiment, d'être au clair sur sa stratégie, de déterminer pourquoi on achète et pourquoi on vend, c'est important, et d'avoir quelque chose qui est aligné Mm. avec nous, avec nos objectifs, et pas uniquement parce que on a vu quelqu'un sur Internet qui était, qui avait un joli Sur sourire ou je BFM ne sais Business. quoi, qui avait où on a l'impression que c'était quelqu'un de sérieux. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Alors moi, je vais mettre les liens de tes réseaux dans la description. Euh, Ouais, bah c'est suffisant, hein. YouTube, ouais, Instagram. Donc pas compliqué. Clément Bravo, Bravo, comme ça s'écrit. Petit, c'est un nom de famille positif, c'est cool. génial. Et voilà, Ben, magnifique. ça Merci sera déjà pour top. cet échange, Clément. C'était vraiment un plaisir d'échanger Merci à avec toi, ça. très cool. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que je trouve que c'est bien. Là, on n'a pas vraiment confronté de stratégie, mais on a deux visions qui sont assez différentes de l'investissement en bourse, de stratégies qui sont assez différentes. Et donc, je pense que ça peut être très utile pour ceux qui sont présents, qui ont regardé cette vidéo, ben, de voir la différence et les différents spectres qu'il y a. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et au plaisir de rééchanger, Clément.